Donc, bonsoir à tous, bonsoir Dovzera. On est très heureux de vous avoir à nouveau avec nous à un webinaire X-Sursaut. Alors, je vous représente très rapidement. Donc, vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, ancien directeur général de l'AFD, notamment, entre autres. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous entendre sur un sujet qui est un peu dramatique et inquiétant, c'est les aspects économiques et politiques de la guerre en Ukraine. Donc, Dov, je vous laisse faire votre exposé pendant 15 ou 20 minutes et après, les participants pourront, via le chat, vous poser des questions écrites dans le chat. Voilà, c'est à vous, Dov, pour une vingtaine de minutes. Merci, Laurent. Alors, je vais dans un premier temps présenter les causes politiques et la situation géopolitique avec la guerre. Et dans un second temps, je vais présenter les aspects économiques avec notamment les sanctions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette guerre est l'objet d'un certain nombre de présentations, d'interprétations, et le débat est assez animé, véhément, notamment en France, et d'ailleurs beaucoup plus et particulièrement en France que dans les autres pays européens ou qu'aux États-Unis ou que dans les autres pays de l'OTAN, parce qu'il se trouve qu'en France, il y a des personnes qui prennent fait et cause pour Poutine, et même s'ils condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il n'en demeure pas moins que, au détour d'un certain nombre de remarques, on retrouve une forme d'indulgence à défaut de soutien vis-à-vis de Poutine. Alors, quelles sont les causes? Essayons de répertorier les causes qui sont généralement avancées. Alors, tout d'abord, il y a l'idée selon laquelle l'OTAN n'aurait pas respecté une promesse faite au moment de la réunification allemande. Certains laissent entendre que l'Union soviétique à l'époque et Mikhail Gorbatchev et son ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze, n'auraient donné leur accord à la réunification allemande qu'à condition que l'OTAN ne dépasse pas la ligne Oder-Neisse, la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Alors, je pourrais après rentrer dans le détail, il n'y a rien de tel. Nous n'avons aucun écrit, nous n'avons aucune promesse orale, même Gorbatchev interrogé n'a rien dit sur ce point, et Shevardnadze non plus. Deuxièmement, l'idée selon laquelle, depuis la chute du mur de Berlin et surtout depuis la chute de l'Union soviétique, l'OTAN n'a cessé de s'étendre vis-à-vis de l'Est. Alors, il faut savoir que ça s'est fait en 3 étapes. Ça ne s'est pas fait d'une manière unilatérale en une seule période. Ça s'est fait en 3 étapes et ça s'est fait, ne l'oublions pas, à chaque fois à la demande des États qui ont adhéré. En 1999, il y a eu la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie. En 2004, la Bulgarie, les 3 États baltes, la Roumanie, la Slovéquie et la Slovénie. Et en 2009, l'Albanie et la Croatie. Alors, la Russie a progressivement senti a une impression d'encerclement. Mais jusqu'en 2007, vous allez voir pourquoi je dis 2007, jusqu'en 2007, à aucun moment, fondamentalement, la Russie n'a dit « arrêtez, n'avancez plus ». Donc, on ne peut pas venir en 2022 arguer d'un argument qui n'existait pas. Même si la mise sous le bouclier, la protection du bouclier américain était un signe de défiance, la démarche un signe de défiance vis-à-vis de la Russie, ça ne s'inscrivait pas dans une démarche, une posture agressive. Alors, cette appréciation peut être aussi relativisée quand dans le même temps, l'oncle Sam, les États-Unis avaient remis en cause le traité relatif aux missiles balistiques. En ce qui concerne plus particulièrement l'Ukraine, sans rentrer trop dans le détail, il était hors de question que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ne serait-ce que parce que la France et l'Allemagne avaient mis leur veto à cette perspective. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, et bon, l'histoire est pavée de bonnes intentions ou de mauvaises intentions ou de quiproquos, d'une certaine façon, ce que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien,
a fini par accepter il y a 2 jours ou 3 jours en disant que l'Ukraine ne demandait plus ou ne demandait pas l'adhésion à l'OTAN, on aurait pu le dire avant. On aurait pu le dire avant et ça aurait peut-être évité des quiproquos ou des malentendus. Alors, ce qui est intéressant, c'est le 2007. C'est 2007 qui est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a un Davos de la sécurité à Munich. Et en 2007, Poutine était présent à ce Davos et il a fait un discours qui, du commentaire même du Monde, le quotidien Le Monde, a glacé tous les participants à ce colloque et au premier rang desquels Angela Merkel. Alors, je vais vous lire ce qu'il indique. Nous sommes en 2007, hein. Poutine devient président en 2000. Nous sommes en 2007. Ce point est important. Quelques mois après, fin 2007, son mandat s'achève. Il déclare: un pays, les États-Unis, sort de ses frontières nationales dans tous les domaines. C'est très, très dangereux. Plus personne ne se sent en sécurité parce que personne ne peut trouver refuge derrière le droit international. Il semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé. Bon, il a fallu en fait la guerre pour exhumer cette déclaration. Comme Poutine à l'époque était en fin de mandat, il n'y a pas grand monde, même ceux qui y assistaient, qui avaient été glacés par ses propos, je le répète, c'est le commentaire du Monde, personne n'avait traité à ses propos. On avait dit, bon, voilà, il termine son mandat, voilà, c'est fini. On n'avait pas imaginé qu'il serait pendant 4 ans Premier ministre et qu'après les 4 ans de Premier ministre de Medvedev, il allait revenir au pouvoir. Au-delà de cela, le point important sur lequel il faut insister, l'OTAN a installé à l'est de l'ancien rideau de fer aucune base permanente ni aucun ogive nucléaire. Donc, en fait, les pays en adhérant à l'OTAN étaient sous l'ombrelle américaine, mais il n'y avait pas de troupes américaines ou de troupes de l'OTAN ou d'ogives nucléaires dans ces pays. Donc, voilà, le sujet est plus compliqué que certains ne le laissent faire, mais c'est clair que l'OTAN a avancé et ça aurait dû être fait d'une manière un peu plus précautionneuse, ou à tout le moins, les Russes auraient dû manifester leur opposition bien avant. Après, il y a un second argument, une seconde série d'arguments, l'argument selon lequel l'Occident aurait négligé la main tendue par la Russie pour établir un partenariat durable. Alors, cet argument n'est absolument pas pertinent, parce que tout d'abord, il faut rappeler qu'en 1991-92, les Britanniques d'abord, puis nous, les Français, on a soldé ce qu'on a appelé les emprunts russes, c'est-à-dire ce qu'on avait prêté au tsar et qui représentait des milliards de dollars à l'époque. Je pourrais vous en parler parce que j'ai été le négociateur de la dernière phase. Et avec l'Union soviétique à l'époque. Et c'était juste au moment du coup d'État de 91. On a admis la Russie au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, on les a accueillis, on a créé le G8 pour qu'ils participent à la gouvernance mondiale, on a financé leur développement par des crédits commerciaux garantis, ils étaient le deuxième bénéficiaire des crédits accordés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui est basée à Londres. En 1998, le FMI accorde un prêt de 28 milliards de dollars à la Russie pour la permettre de traverser la crise financière auquel elle était confrontée. Donc dire qu'on n'a pas tendu la main à la Russie et qu'on a fait comme si de rien n'était est une erreur historique. Là, je suis formel. Tant sur le premier point, les arguments peuvent être contrebalancés et sont réversibles, tant sur ce point-là, il n'en est rien. Après, il y a un argument assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a humilié les Russes. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on les a humiliés. Alors, certes,
c'est la déclinaison du premier argument, c'est parce qu'au fur et à mesure, on a avancé. Alors, c'est vrai qu'il y a le sujet du Kosovo, la jurisprudence Kosovo, c'est vrai qu'il y a le problème de la Libye, on y reviendra, mais on n'a pas humilié la Russie. Le problème de la Russie, c'est qu'elle s'est effondrée toute seule. Alors certes, elle n'a plus été en mesure en 91 de soutenir l'effort de la guerre froide et donc son empire européen s'est effondré. Après, c'est l'Union soviétique elle-même qui a éclaté, mais l'Occident n'est en rien dans le coup d'État qu'il y a eu en Union soviétique qui a entraîné l'éclatement de l'Union soviétique. L'Occident n'est en rien intervenu pour faire en sorte que chaque république partie prenante de l'Union soviétique retrouve son indépendance. Donc, l'humiliation, en fait, c'est de leur propre défaillance, de leur propre échec. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, c'est une constante dans l'histoire soviétique où à un moment ou à un autre, le pouvoir central s'effondre, comme on l'a vu en 1907. Donc, en quoi aurions-nous humilié les Russes? Alors, il y a le Kosovo, il y a la Libye. On pourrait rentrer dans le détail sur chacun de ces sujets si vous le voulez après. Alors, c'est vrai qu'aussi, il y a le fait que les Britanniques et les Américains, sans accord du Conseil de sécurité, vont faire la guerre en Irak. Ça a été une erreur monumentale américaine. La guerre en Afghanistan, il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La guerre en Irak, il n'y en a pas. Et donc, les Russes ont raison de dire, les Américains, comme j'ai rapporté la déclaration de Vladimir Poutine à Munich en 2007, les Russes ont raison de dire, mais les États-Unis, comme ils ont gagné la guerre, se sont crus les mettre à bord et ont fait tout et n'importe quoi. Ce qui est la vérité, ils ont fait tout et n'importe quoi et on l'a vu. Mais les Russes, et Vladimir Poutine aussi en tête, ils ont fait un certain nombre de choses répréhensibles avant même que nous ne réagissions. Il y a eu la Tchétchénie, ils ont rasé Grozny, il y a eu la Géorgie. Alors on nous raconte régulièrement Nicolas Sarkozy qui est allé sur place pour essayer de trouver une solution. Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque le président de l'Europe, il n'a strictement rien obtenu. Les Russes sont rentrés en Géorgie, les Russes sont restés en Géorgie. Et nous n'avons pris aucune sanction. Tchétchénie, Géorgie, Transnistrie. Les Russes occupent une partie de la Moldavie, voilà, ils ont décidé. Donc, alors, ils peuvent dire que ce sont les Américains qui ont gagné, ce n'est pas tout à fait faux. C'est même vrai, mais bon, voilà, on ne peut pas reprocher aux autres ses propres turpitudes et on ne peut pas arguer des turpitudes des États-Unis pour en faire d'autres. Voilà, alors donc, sur ce point-là, humiliation, ça ne tient pas la route. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des zones russophones que Poutine veut voir en situation d'autonomie par rapport au pouvoir central. Je parle du Donbass, mais pas seulement dans le Donbass. Après, il y a derrière la vision du monde de Vladimir Poutine. Au-delà du pouvoir politique tel qu'il l'organise en Russie et tel qu'il le conçoit, il y a manifestement la volonté de reconstitution de l'empire russe, pas simplement soviétique. Il a prononcé une phrase qui a marqué les esprits. Il a dit que pour lui, la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'était la chute de l'Union soviétique. Donc, voilà. Alors, je terminerai par un point qui est très, très important. Parce qu'au-delà de toutes ces discussions, c'est notamment ce qu'on appelle les accords de Budapest. Alors, on peut revenir
sur les accords de Minsk en eux-mêmes, les seconds, notamment ceux de 2015, mais ce qui est important, ce sont les accords de Budapest. C'est-à-dire, quand il y a l'éclatement de l'Union soviétique, la principale préoccupation à ce moment-là des dirigeants, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, c'était d'éviter la dissémination des armes nucléaires. Et donc, il va y en avoir un accord à Budapest, au terme duquel c'est un accord parrainé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et au terme de cet accord, l'Ukraine accepte de remettre toutes les ogives nucléaires qui étaient basées sur son territoire à la Russie. En contrepartie de cette remise, la Russie garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est intéressant, parce que cette invasion de l'Ukraine par la Russie, d'abord, elle ne repose sur aucune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Et puis, elle est en contradiction avec l'accord de Budapest. D'accord ? C'était le garant, la Russie, c'était le garant, et il en est rien. Bon, alors après, la propagande poutinienne dit qu'il y a eu des exactions. Ce n'est pas tout à fait faux. Dans le Donbass, c'est vrai qu'il y a depuis 8 ans la guerre, et c'est vrai que aussi bien du côté des russophones que du côté des Ukrainiens, on a fait un certain nombre de choses qui posent problème, qui sont problématiques, du côté ukrainien notamment, avec ce régiment Azov, dit de néo-nazis. Et puis, Poutine dire on s'est attaqué à une bande de drogués et de néo-nazis, bon, je dois dire c'est tellement ridicule qu'on ne va pas s'y arrêter. Alors, voilà, donc il faut savoir qu'à la dernière élection présidentielle, les néo-nazis en Ukraine n'ont représenté que 3%. D'accord ? Voilà, donc l'argument ne tient pas la route. Donc il y a bien une violation. Alors maintenant, je dirais les principales conséquences, ça vous le savez, les principales conséquences de cette intervention, c'est que il a créé le nationalisme ukrainien. Il faut savoir que l'Ukraine n'a pas été pendant très longtemps indépendante. C'est un pays qui était rattaché soit à l'Empire austro-hongrois, soit à la Pologne, soit aux États baltes, soit à la Russie. Ça a beaucoup changé, les frontières ont beaucoup changé. D'ailleurs, à telle enseigne, la ville dont on parle beaucoup, Lviv, qui est la capitale de la Galicie, en son temps, elle s'appelait Lvov, et en son temps, elle s'appelait aussi Lemberg. Donc, vous voyez, même les noms des villes aujourd'hui ukrainiennes, ça a beaucoup changé. En tout état de cause, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait émerger un personnage extraordinaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et a créé le nationalisme ukrainien. Alors, il a mobilisé les démocraties parce qu'on a eu une sorte d'union contre Poutine. Il a vraiment créé une union contre lui. Il a redonné vie à l'OTAN. Notre président de la République, il n'y a pas très longtemps, disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, l'OTAN reprend toute sa force, toute sa vigueur, à telle enseigne, même des pays neutres comme la Finlande, d'où l'expression finlandisation, ou la Suède veulent intégrer l'OTAN. Ou d'autres pays encore, même comme la Moldavie. Donc, je dirais, il a réussi un sacré tour de force, Vladimir Poutine. Alors, il y a le cas particulier de la Chine dans ce contexte d'opposition. Bon, la Chine s'est abstenue sur la résolution à l'Assemblée générale des Nations unies contre la Russie. La Chine, d'une certaine façon, soutient la Russie, mais avec des arrière-pensées qui sont loin d'être négligeables. Il y a d'abord ses propres intérêts, à savoir, il ne faut quand même pas oublier qu'en 1969, les Soviétiques et les Chinois se sont fait la guerre pour des kilomètres carrés sur le fleuve Amour. Donc, il y a en suspens
une revendication territoriale qui n'a jamais été purgée jusqu'à présent. Bon, il ne faut pas le négliger. Il y a aussi, en laissant Poutine faire ce qu'il fait, bon, ils ont dans la tête aussi Taïwan, même si ce qui s'est passé en termes de réaction occidentale amènerait à réfléchir. Il y a aussi, je dirais, comment dirais-je, un raisonnement thucydidien. Je ne sais pas si vous connaissez ce géopoliticien grec Thucydide qui a fait l'exégèse de la guerre entre Sparte et Athènes, et il a montré comment une puissance en place était progressivement attaquée par une puissance montante et comment le passage de témoins se faisait entre Sparte et Athènes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un jeu où le monde est dominé par trois grandes puissances de force équivalente à tout point de vue. Il n'est pas exclu que le résultat pour les Russes soit une sorte de disparition du jeu, c'est-à-dire qu'au bout de cette guerre, même s'ils arrivent à récupérer quelques kilomètres carrés, finalement, ils auront tellement perdu en termes d'image de marque, ils auront démontré que leur armée n'est pas si efficace que cela, que d'une certaine façon, d'un jeu à 3, on risque d'arriver à un jeu à 2, et du coup, les Chinois peuvent être intéressés à avoir comme accompagnateur la Russie contre les États-Unis, qu'il y ait une sorte de tandem contre les États-Unis. Voilà, donc voilà, je dirais, le contexte. Alors, on nous laisse entendre, mais je crois qu'il faut beaucoup se méfier, on nous laisse entendre que l'armée russe est en difficulté. Bon, j'ai du mal à croire que les généraux russes sont entrés en Russie en se disant du jour au lendemain, le fruit va tomber et puis ils vont lever les bras et agiter des chiffons blancs. J'ai beaucoup de difficultés à croire cela. Bon, ce qui est clair, c'est qu'ils ont des problèmes de logistique, c'est qu'ils ont des problèmes de réapprovisionnement. Il ne faut pas sous-estimer, qu'ils se sont pris à plusieurs endroits. Donc, ça fait beaucoup de fronts à la fois et que c'est difficile à gérer. C'est probablement une opération préparée depuis 3 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une quadrature de cercle. On aide les Ukrainiens à se défendre, on les aide de manière humanitaire, on les aide militairement, mais on ne dépasse pas certaines limites du point de vue militaire, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans une zone d'exclusion aérienne. Et donc, en fait, on les aide en les regardant mourir les uns après les autres. Voilà, on est dans une situation un peu compliquée. Alors, on a pris beaucoup de mesures. J'aborde l'aspect économique. On a pris beaucoup de mesures. Alors, avant la guerre, on disait de toute façon, les sanctions, ça ne sert à rien, elles sont toujours détournées, elles ne sont pas respectées. Et c'est vrai que les sanctions à Cuba n'ont rien donné, ou même si on remonte au blocus continental de Napoléon Ier, les Britanniques continuaient à vendre aux Russes et aux Portugais et inonder l'Europe par ces deux portes d'entrée. Voilà, Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye. Il n'y a qu'un seul cas. Et encore, vous allez voir pourquoi je dis encore. Il n'y a qu'un seul cas où on considère, il y a une sorte de consensus pour dire les sanctions ont été efficaces. C'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. D'accord ? Mais ça a mis 5 ans. Les sanctions sont prises en 1986 et il faut attendre 1991 pour que De Klerk libère Mandela et abroge toutes les lois raciales. Alors,
probablement l'effet des sanctions, mais aussi 91, c'est la chute du mur de Berlin. On est dans un virage historique, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud, dans le camp de l'Ouest, n'était plus aussi intéressante qu'avant, puisqu'il n'y avait plus la guerre froide en perspective. Voilà. Néanmoins, qu'on croit comme étant fondamentalement fort, c'est le fait d'avoir gelé les avoirs de la Banque centrale russe. Ça, c'est la première. C'est une vraie première. Et ça a entraîné immédiatement le dévissage du rouble, même s'il a repris depuis quelques jours avec les perspectives de négociation. Ça empêche la Banque centrale d'avoir tous ses moyens pour soutenir le rouble. Deuxième sanction forte, très forte, l'exclusion du système SWIFT de nombreuses banques ukrainiennes, mais néanmoins, les Russes sont en train de trouver la parade et il y a des transferts importants de fonds vers les Émirats arabes unis et vers Israël. Donc, il y a des refuges qui sont en train d'être trouvés. Bon, en fait, on sait, les sanctions, elles n'entraînent pas de remise en cause du régime, ce sont les populations qui trinquent, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut frapper les oligarques. Mais bon, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Je trouve pitoyable que le dernier, je le dis, c'est excessif, mais je n'hésite pas à le dire. Je trouve pitoyable que le dernier train de sanctions ait été d'arrêter les ventes de produits de luxe aux Russes. Comme si les oligarques, s'ils n'ont pas acheté la dernière montre ou le dernier carré Hermès ou le dernier sac Louis Vuitton, allaient fondamentalement faire pression politique sur Poutine. Et comme s'ils ne seraient pas en mesure de faire les achats par l'intermédiaire de Dubaï ou par l'intermédiaire de Shanghai. C'est ridicule. Et c'est d'autant plus ridicule que la véritable question, c'est de savoir, oui ou non, faisons-nous comme les Américains, arrêtons d'acheter du gaz russe. Voilà. Donc, alors, si on n'en achète pas, ils le revendront à d'autres, mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui, malgré toutes les incantations, tous les discours, toutes les actions extraordinaire de soutien, on continue à financer l'effort de guerre russe contre les Ukrainiens. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Maintenant, les conséquences, vous les savez, flambée des prix des hydrocarbures, de certaines matières premières industrielles, des prix agricoles, on pourra revenir dans le détail, ce qui fait qu'on a une inflation qui est repartie, enfin, elle était déjà repartie, mais on ne savait pas si c'était un phénomène transitoire ou plus durable. Maintenant, on est entré dans un système plus durable. On n'est plus dans le transitoire. Et donc, du coup, les politiques monétaires vont être mises en cause. La BCE a déjà annoncé la fin programmée des achats de titres publics, la remontée des taux directeurs, les taux d'intérêt à long terme vont remonter. On est rentré dans un engrenage. Alors, notre ministre de l'économie n'a pas hésité à comparer la situation à laquelle nous sommes confrontés à celle que nous avons connue en 73-74 avec le quadruplement du prix du pétrole. Il faut savoir qu'à l'époque, ce quadruplement du prix du pétrole avait entraîné un prélèvement de 4% du PIB. Et à peine étions-nous un peu rétablis en 79 qu'on a eu un nouveau triplement du prix du pétrole. Donc, on est face à une situation économique très compliquée, très difficile, d'autant que du côté de la Chine, à cause de l'importance du dernier variant Omicron, Omicron a disparu de la campagne électorale française. Mais en Chine, ils ont continué à confiner. Donc, la Chine est re-rentrée dans un problème économique à nouveau. Donc, la situation économique va être compliquée, va être difficile, et d'autant que la guerre risque de durer. Pourquoi la guerre risque de durer? C'est ma conclusion. On ne sait pas exactement ce que veut Poutine.
ou du moins publiquement, on ne sait pas. D'accord? Alors, on sait qu'il veut la neutralisation complète de l'Ukraine. Bon, maintenant, grosso modo, sur ce point-là, Volodymyr Zelensky a dit qu'il n'adhérerait pas, il ne demanderait pas l'adhésion à l'OTAN. Est-ce qu'il veut détruire toute l'armée ukrainienne? Peut-être. C'est pour ça peut-être qu'il prend son temps aussi. Est-ce qu'il veut acquérir des territoires et les annexer? Probablement. Jusqu'où? Il est clair que probablement il va profiter de ce conflit pour privatiser la mer d'Azov, ce qui explique la focalisation sur Mariupol. Est-ce qu'il va aller jusqu'à Odessa? Nous ne le savons pas. Donc, même si les négociations ont démarré à un niveau satisfaisant, ce n'est pas les premières rencontres qu'il y avait eu à Minsk, le président Zelensky aura du mal à accepter certaines choses immédiatement. Donc, le conflit risque de durer. La question après qui se pose, est-ce que la Russie a les moyens de soutenir un tel effort de guerre? On n'est pas avec Grozny, on n'est pas avec la Tchétchénie, on n'est pas avec la Géorgie, on n'est pas avec la Moldavie, on n'est pas avec la Syrie, on n'est pas avec la Libye, on n'est pas avec la Centrafrique, on n'est pas avec le Mali. L'Ukraine, c'est 640 000 km² environ, 44 millions d'habitants. C'est un pays grand, c'est un pays avec une grande population et il résiste. Et même à Kharkov, ils font des manifestations contre l'occupant. Donc ça va être compliqué, ça va être difficile. La Russie est un pays, c'est un géant au pied d'argile. C'est le plus grand pays au monde, mais avec une incapacité à véritablement passer d'une économie de rente de matières premières à une économie industrielle. Donc, la Russie va se trouver confrontée à un problème de financement de cette guerre. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi l'Occident, avec ses sanctions, table, c'est de considérer qu'à un moment ou à un autre, quelle que soit la difficulté d'application des sanctions, elles finiront par écorner la capacité de financement de la Russie. Voilà. Merci. Et je réponds à vos questions. J'ai été peut-être un peu trop long, Laurent? Non, c'était parfait. Je vais tutoyer, parce que dans la vie courante, on se tutoie, donc ça sera plus simple pour moi. Oui, c'est plus facile. En tout cas, c'était passionnant. C'était passionnant, beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je vais te poser des groupes de questions, et il y en a beaucoup, donc n'hésite pas à répondre vite si tu peux. Ce n'est pas toujours facile. Alors, premier groupe. Donc, Poutine n'avait-il pas averti au moment du Kosovo et du bombardement de Belgrade qu'il pouvait désormais faire la guerre en Europe? Et est-ce que les zones russophones dont tu as parlé font penser aux zones germanophones de Bohême-Moravie en 1938? Alors, tu en as déjà un peu parlé aussi, c'est comment tu vois l'issue de la guerre. Donc, tu as dit tu vois une guerre qui se prolonge un peu. Donc, voilà déjà ces trois premières questions. Le précédent de Belgrade, les zones germanophones versus ce qui se passe aujourd'hui et l'issue de la guerre. Comment tu vois un scénario de fin? Les Américains ont été tellement aveuglés par le gain de la guerre froide qu'ils ont fait tout et n'importe quoi. Bon, il y a eu le 11 septembre. Ils sont intervenus avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont intervenus en Afghanistan. Très bien. Est-ce que cela justifiait, à partir du moment où on a fait partir les talibans de Kaboul, est-ce que cela justifiait de rester 20 ans en Afghanistan? 20 ans en Afghanistan. Alors, bien entendu, c'est après l'idée selon laquelle il faut qu'on arrive à installer la démocratie dans ce pays. Mais comment peut-on imaginer, compte tenu de l'état de l'Afghanistan en 2000, la possibilité de pouvoir installer la démocratie? Je pourrais rentrer dans le détail parce qu'en tant que directeur général de l'AFD, comme toutes les autres coopérations
des pays occidentaux, nous avons financé un certain nombre de projets. Je savais que tous ces projets donnaient lieu à corruption. Je le savais tellement que je n'ai pas hésité à l'écrire au président de la République. J'ai voulu le mettre par écrit. Voilà, pendant 20 ans, on a fait la guerre, d'accord? Après, on a trouvé qu'il fallait faire la guerre à l'Irak, en avançant des arguments totalement fallacieux. Au passage, le pays dangereux, ce n'est pas l'Irak, c'est l'Iran. Et on va le voir maintenant compte tenu de l'état d'avancement des négociations sur le nucléaire iranien. On est allé faire la guerre en Irak, sans autorisation du Conseil de sécurité. Avec quel résultat? Il faut savoir que ces deux guerres ont coûté 6 000 milliards de dollars pour les États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent de toute leur dette publique fédérale. Voilà. Donc, ils ont pris des libertés. Il y a eu le Kosovo. Bon, ce que les Russes oublient, alors c'est vrai que le Kosovo, c'est hyper sensible pour eux parce que c'est le cœur du réacteur orthodoxe, de la religion orthodoxe. Mais il y avait des massacres sur place, il ne faut même pas l'oublier. Il y avait des exactions de part et d'autre. Alors après, il y a eu Belgrade. Oui, d'accord, il y a eu Belgrade, mais la Serbie n'a rien voulu entendre. Je dirais que d'avertissements avons-nous donné aux Serbes pour qu'ils arrêtent. Voilà, après on est rentré dans un enchaînement, mais rien ne justifie l'invasion de l'Ukraine. Rien ne justifie l'invasion de l'Ukraine. Il y avait des discussions, il y avait des contacts, il fallait continuer à discuter, il fallait remettre sur le tapis les accords de Minsk II, qui prévoyaient notamment que les zones du Donbass, les zones de l'Est, soient autonomes, donc il fallait une révision constitutionnelle. Alors c'est vrai que c'était difficile, parce que Zelensky n'a pas la majorité au Parlement, et donc ne pouvait pas engager de révision constitutionnelle pour satisfaire les conditions des accords de Minsk II. Mais bon, on pouvait continuer à discuter avant de faire cela. Donc je pense que si Poutine, mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, hein, parce que il faut savoir que à Moscou, ils sont 4 ou 5 à discuter et décider. Pas plus, hein. Pas plus. Par exemple, le chef d'état-major n'est pas dans le cercle restreint de discussion et de décision. Même Lavrov, même le ministre des Affaires étrangères, n'est pas dans le cercle restreint. Donc, on peut dire beaucoup de choses, mais voilà, il faut être prudent. Voilà. Moi, je pense que la question fondamentale, ça va être de savoir les revendications territoriales de la Russie. Où la Russie se contente à des formules institutionnelles, forme autonomie, sur des zones plus ou moins vastes, où la Russie considère que maintenant que ses troupes sont rentrées, ont occupé du terrain, et ben donc c'est pris et c'est gardé. Et alors à ce moment-là, le président Zelensky aura à faire un arbitrage entre sacrifier quelques kilomètres carrés ou continuer une guerre avec toutes les souffrances et les drames humains que cela entraîne. Merci Dom. Alors je continue avec un nouveau groupe de questions. Donc une question, c'est risque de contournement des sanctions occidentales avec 35 pays qui sont abstenus lors du vote à l'AG des Nations Unies. Est-ce qu'il y a besoin pour Poutine du soutien du peuple russe? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit renversé? Et troisième question de ce lot, je vais en donner 4 en tout. Est-ce que ce n'est pas un peu facile pour les États-Unis de faire l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, sachant qu'eux-mêmes, ils sont presque autosuffisants ou ils ont d'autres fournisseurs avec le Canada, etc., pas loin? Et dernière question de ce lot, est-ce qu'il y a un risque de famine en Afrique? Alors, il y a, donc la question, c'est d'émigration massive ou de troubles politiques, un peu comme dans les printemps arabes il y a une dizaine d'années. Bon, attends, tu m'as mis plusieurs questions à la fois. Bon,
commençons par la plus simple. C'est vrai qu'on peut discuter à perte de vue sur l'embargo sur le gaz russe mis en place par les Américains. Les Américains, avec les gaz de schiste bitumineux, sont aujourd'hui autonomes, sont même exportateurs, donc c'est facile pour eux. C'est plus compliqué pour l'Europe. C'est beaucoup plus compliqué pour l'Europe parce qu'il y a certains pays qui sont dépendants à 100% du gaz russe, comme les pays baltes, comme la Hongrie, je crois que c'est à 80%. Et d'ailleurs, ce sujet-là est le bémol à ce qu'on a appelé l'affirmation de l'Europe en tant que puissance. Ce qui s'est passé, tout le monde a dit, c'est très bien, c'est l'affirmation de l'Europe. Et en plus, ce qui s'est passé surtout en Allemagne. Mais les Allemands, ils auraient mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de se mettre pieds et poings liés en acheteurs de gaz russe. Je veux dire, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont créé beaucoup de problèmes. Nous, Français, étions opposés au gazoduc Nord Stream 2. Bien entendu, Berlin n'a pas entendu nos réserves, nos inquiétudes. Et voilà aujourd'hui. Alors, quand l'Europe dit on va retrouver une sorte d'indépendance énergétique, mais ce n'est pas avant 2027. Et en attendant, il faudra accepter d'être un peu au front. Ou alors, peut-être que va revenir l'idée que le nucléaire, on ne peut se baser que sur un mix nucléaire, énergie renouvelable. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va réutiliser du charbon. Et alors que la coalition allemande, aujourd'hui, elle est complètement tiraillée parce qu'ils avaient pris une décision fin de l'utilisation du charbon à échéance de 2030. Comment vont-ils faire maintenant? Ou alors, si possible, on va utiliser d'autres sources d'approvisionnement. Mais en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le charbon ou le gaz, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est même véritablement catastrophique. Donc, l'Europe, aujourd'hui, quoique ayant eu des décisions importantes qui affirmaient l'Europe, elle est dans une situation difficile à cause de ce gaz russe. Et que l'on veuille ou non, elle finance l'effort de guerre. Donc, toute la question, elle est là. Ça règle le problème des sanctions qui vont être détournées ou pas, peu importe les sanctions qui vont être détournées. Les Russes vont se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour vendre. D'ailleurs, la Chine a annoncé, pour des raisons notamment que je vous indiquais tout à l'heure, qu'elle soutiendrait, qu'elle aiderait économiquement la Russie. Et pour cause, c'est comme la corde qui soutient le pendu. D'accord? Voilà. Donc, la véritable question, je ne vais pas revenir sur les produits de luxe, la véritable question, c'est le gaz. Voilà. Et tant qu'on ne décide pas d'arrêter les exportations de gaz, on va attendre que peut-être les Ukrainiens mettent véritablement en difficulté l'armée russe et que peut-être Kiev devienne à nouveau Stalingrad. L'Afrique. Alors, je sais que beaucoup de gens ont critiqué les pays africains qui, dans l'ensemble, se sont abstenus. Les pays africains, aujourd'hui, sont confrontés à 2 problèmes. L'augmentation du prix des hydrocarbures. Alors, certes, il y a des pays africains qui sont producteurs d'hydrocarbures, mais ce n'est pas la grande majorité. Il y a 5 pays. Nigeria, Cameroun, Tchad, Congo et Gabon. Et tous les autres, ils achètent les hydrocarbures. Donc, tous les autres sont en situation difficile avec l'augmentation du prix des hydrocarbures. Les céréales, ils achètent des céréales. Et donc, ils sont confrontés à l'augmentation du prix des céréales. Alors, il faut savoir qu'avant même le déclenchement de cette guerre, la FAO avait repéré avec le PNUD, le Programme alimentaire des Nations Unies, ils avaient déjà repéré 30 zones de famine. 30 zones de famine en Afrique. C'est clair qu'il va y avoir des situations de famine en Afrique. Je parle de l'Afrique subsaharienne, je viens dans un instant, je vais traiter dans un instant le problème de l'Afrique du Nord. Donc, il va y avoir de très graves problèmes. Et donc, dans ces conditions-là, pourquoi voulez-vous que les pays africains aillent, ils sont confrontés à 2 problèmes économiques majeurs,
Et ils vont soutenir l'Occident dans une querelle avec la Russie. Quel est leur intérêt? On a mis en avant l'abstention du Sénégal. Mais le Sénégal, aujourd'hui, assure la présidence de l'Organisation de l'Union africaine. Le président Macky Sall, il a dit, il a déclaré. Moi, je suis président de l'Organisation de l'Union africaine. Bah, à ce titre-là, y a beaucoup de pays qui sont pour, d'autres qui sont contre. Bah, je m'abstiens. C'est logique. Donc, on n'a pas à critiquer. Dans un monde où aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, on a pu croire peut-être le contraire, on n'est pas des bisounours. Hein, chacun défend ses intérêts. Donc, les Africains se sont pour la plupart abstenus et voilà, c'est la réalité des choses. Alors, en ce qui concerne le problème alimentaire pour les pays du nord de l'Afrique, alors il y a principalement deux pays qui vont avoir des problèmes. L'Algérie, compte tenu de l'augmentation du prix des hydrocarbures, ils auront la possibilité de financer leurs achats de matières premières, de céréales, à des prix plus élevés. Le Maroc également. Deux pays auront des difficultés, l'Égypte et la Tunisie. Alors l'Égypte, qui est un grand importateur de blé russe, et donc à un certain nombre de livraisons qui ont été annulées ou déportées, parce qu'en fait aussi la difficulté du blé russe, c'est qu'il peut être exporté, bien évidemment, mais le problème c'est que les bateaux ne peuvent pas quitter la mer d'Azov et traverser le détroit des Bosphore. Alors, ils ont lancé un appel d'offres pour acheter du blé et les Égyptiens n'ont pas donné suite à cet appel d'offres parce que les prix étaient trop élevés. On peut considérer d'une manière générale que, comme ce fut le cas souvent dans le passé, les Américains fourniront du blé aux Égyptiens. La Tunisie, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'en Tunisie, depuis peu, enfin depuis un moment déjà, mais depuis peu, il y a un président qui a fait un coup d'État et les choses ne se passent pas très, très, très bien. Et la coopération internationale avec la Tunisie connaît quelques difficultés. Donc, il va y avoir un problème. Bon, je pense, en tout état de cause, moi je l'ai écrit, il est indispensable que l'Europe prenne à bras-le-corps ce sujet alimentaire des pays africains, parce que sinon, effectivement, c'est une nouvelle incitation à l'exode. Merci Dom. Alors, je continue sur une nouvelle salle de questions. Alors, il y a une question qui est, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt objectif des USA, de l'OTAN, d'une guerre qui se prolonge pour épuiser l'armée russe, mais en même temps, sans que ça soit, disons, qu'elle soit équilibrée, pour pas que non plus les Russes soient incités à utiliser des armes NBC. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt des États-Unis à voilà, justement vendre leur gaz aussi et leur pétrole à l'Europe, et donc un double intérêt, disons, à ce conflit. Alors, il y a une question que dans le lot précédent, et en fait, je le groupe avec plein d'autres questions d'après, c'est un peu le scénario politique en Russie. Est-ce que si la guerre s'embourbe, est-ce que du coup, ça va pousser Poutine à la sortie, ou au contraire, est-ce que s'il gagne, du coup, ce serait une sortie par le haut pour lui et il pourrait démissionner après? Enfin, bref, ou est-ce que ça peut engendrer du coup plus de démocratie en Russie? Donc voilà, est-ce que tu as des idées sur ce scénario un peu politique en Russie? Et je te pose la dernière question de ce lot. Voilà, est-ce qu'il y a un risque pour toi que les livraisons d'armes de l'OTAN, enfin de pays de l'OTAN, des États-Unis, etc., à l'Ukraine puissent tomber dans les mains russes? Et moi, je joins une autre question aussi, un peu de Marie-Louise, qui est, est-ce que si on va pas trop loin, si on va trop loin dans les sanctions, du coup, ça peut donner vraiment envie aux Russes de carrément nous faire la guerre. C'est-à-dire si, comme tu dis, on n'achète plus leur gaz, ou on se met à trop livrer d'armes, ça peut les inciter à durcir le ton, non seulement contre l'Ukraine, mais contre certains pays plus à l'ouest. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de questions à la fois. Ah ouais. Bon, je vais dire les choses un peu crûment.
le débat politique français sur la guerre en Ukraine est complètement, je dirais, perturbé par des positions idéologiques. Je dirais, l'anti-américanisme de certains en France, de beaucoup en France, les amène à justifier tout ce que fait Poutine et à inventer les complots. Ce n'est pas Biden qui a déclaré la guerre, ce n'est pas Biden et l'armée américaine qui a envahi l'Ukraine. Sleepy Joe, il essaye de faire face. Voilà. Après, comment peut-on reprocher aux Américains d'essayer de profiter de cette situation pour, je dirais, affaiblir la Russie? C'est normal. Et je dirais, heureusement que Biden cherche à affaiblir la Russie, parce que si d'aventure la Russie avait remporté de grands succès militaires en Ukraine, et peut-être qu'elle finira par en remporter, et peut-être, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il va y avoir le corridor de Kaliningrad, il va y avoir les États baltes. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait strictement rien. Donc, je dirais, il est important aujourd'hui de faire en sorte que la Russie, bien entendu, ne perd pas la face, mais ne gagne pas. Donc, c'est compliqué, mais par pitié, pas de raisonnement complotiste comme quoi les Américains sont là. Oui, ils sont en train de profiter. Oui, oui. Mais Poutine, il n'avait qu'à pas prendre une telle initiative. Après, on va nous dire qu'on les a humiliés. Voilà, si vous laissez. Il faut quand même, je dirais, replacer les choses. Ça, ce sont les anti-américains que nous avons, nous, en France. Et puis, nous avons les va-t-en-guerre, les bouts de feu. Il faut y aller, en avant, allez. Bon. Et alors, à ce moment-là, la référence historique, Munich. Mais ce n'est pas une référence historique, Munich. Munich, il n'y avait pas d'armes nucléaires. C'était totalement différent. Et on sait aujourd'hui pertinemment, et tous ceux qui disent le contraire sont contredits par les historiens, si nous étions intervenus à ce moment-là à Munich, peut-être que nous aurions évité le cours tragique de 1940. Mais aujourd'hui, il y a l'arme nucléaire, donc c'est très difficile, c'est très délicat, il faut faire attention. Donc les bouts de feu et les va-t-en-guerre, allez en avant, ça ne tient pas la route. Je répète, je ne vais pas le répéter, le seul véritable élément, c'est le gaz russe. Là, ça peut jouer. Après, sur la situation intérieure en Russie, je dois dire que c'est très difficile de savoir si ça peut ou pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1917, personne ne pensait que le tsar allait, le régime tsariste allait s'effondrer comme ça du jour au lendemain et que il allait avoir la révolution et l'arrivée des mencheviks d'abord et puis des bolcheviks. Personne ne pouvait imaginer. Personne, voilà. De la même façon, qui pensait que le mur de Berlin allait s'effondrer du jour au lendemain? Nous sommes réveillés pratiquement, c'était la nuit, mais nous sommes réveillés, on a vu le mur en train d'être attaqué. Qui avait prédit cela? Donc, il se peut qu'à un moment ou à un autre, il y ait une sorte d'effondrement du régime soviétique, russe, décidément le lapsus est révélateur. Voilà, il se peut, c'est possible, mais personne ne peut le prédire, ne peut le savoir à ce stade-là. Okay, merci Dom. Alors, je vais te poser la dernière autre question et je te laisserai aussi conclure en même temps. Alors, des questions dans le chat, c'est de quelle pathologie Vladimir Poutine souffre-t-il? C'est sur ça que je te laisse répondre, ce n'est pas une question facile. Et pourquoi n'est-il plus question du gaz et du pétrole norvégien? Alors moi, j'ai entendu que les réserves d'hydrocarbures en Norvège se tarissent un peu, donc peut-être que c'est peut-être moins une source facile ou d'alternative au gaz russe pour les pays d'Europe de l'Ouest.
Et moi, je te rajoute une question, et je te laisserai conclure mon solo. C'est, il y a eu des émissions, on a vu par exemple de Villepin ou Védrine récemment, et notamment, et en face, Bernard-Henri Lévy. Donc, ouais, on voit qu'il y a un peu deux attitudes dont on a parlé, hein, avec les va-t-en-guerre. Mais moi, j'aimerais que tu donnes ton point de vue par rapport à la solution diplomatique et au rôle de la France. Parce qu'on voit, ce que je comprends, c'est qu'il y a un scénario diplomatique qui est on constitue un rapport de force vis-à-vis de la Russie grâce aux sanctions et on est en situation de négocier. Alors on voit que visiblement, là, les négociations, le facilitateur, ça a l'air plutôt Israël ou plutôt la Turquie. Mais est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour la France ou pour l'Union européenne, sachant qu'on a la France est la présidence de l'Union européenne, pour être facilitateur de négociations et par rapport au débat public en France, est-ce que cette solution peut arriver à émerger un peu un consensus en France pour qu'on pousse plus une solution démocratique et qu'on mette toutes les parties prenantes politiques en France soient derrière plutôt cette solution qui a l'air plus raisonnable, effectivement, que les va-t-en-guerre qu'on entend. Voilà. Et je te laisse conclure aussi sur tous ces sujets. Bon, encore une fois, ça fait beaucoup. Je dirais les négociations ont commencé. Il y a déjà un point de blocage important qui a été levé avec la déclaration de Zelensky sur la relation entre l'Ukraine et l'OTAN. Voilà, donc il faut laisser les choses se continuer et puis on verra. Encore une fois, je crois que le principal questionnement, c'est s'il veut des gains territoriaux ou pas, s'il veut des annexions territoriales comme celle de la Crimée. Alors, les pathologies de Poutine, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une étude britannique qui laisse entendre qu'il aurait quelques maladies. Alors, il faut savoir que, je dirais, il y a beaucoup d'informations qui viennent notamment de Washington ou de Londres. Et voilà, bon, qu'est-ce que ça vaut, je ne sais pas. Pour l'anecdote, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez la réunion qu'il y a eu avec le chef de service des renseignements russes, qui est un monsieur important en Russie parce que c'est un ancien président de la Douma et c'est un descendant du dernier tsar. Donc c'est quelqu'un de très très important. Alors, on sait que ça a été une mise en scène organisée. Ça a été une mise en scène organisée parce que Poutine savait qu'il n'était pas favorable et donc ils ont fait ce petit jeu de rôle pour montrer qu'il y a une certaine diversité dans ce pouvoir russe. Alors, les médiateurs, oui, c'est vrai que la Turquie joue un rôle en accueillant les deux parties. C'est vrai qu'Israël a joué un rôle. Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, a été reçu par Poutine dans des conditions d'ailleurs assez extraordinaires, puisqu'ils se sont serrés la main, ils étaient dans 2 fauteuils à côté, alors qu'on sait que Poutine est très inquiet par le Covid, et la Covid, et il a fait un gros effort vis-à-vis de Naftali Bennett. Alors, il s'est passé beaucoup de choses au cours de l'entretien. Naftali Bennett a eu l'intelligence de ne pas en parler. Et la presse israélienne qui fouille, qui cherche, s'est interrogée d'ailleurs. Pourquoi Naftali Bennett s'est rendu en Israël un jour de Shabbat? C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté le jour de Shabbat. Pour un ultra-religieux, c'est quand même quelque chose qui ne se justifie que dans certaines circonstances très particulières. Et en plus, il n'est pas allé qu'à Moscou, il est allé après à Berlin. Donc, alors il se dit beaucoup de choses dans la presse israélienne. Et visiblement,
il s'est passé des choses, on le saura beaucoup plus tard. Pour le moment, on ne le sait pas. Bon, je crois que ce qui est important dans cette phase-là, c'est de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Voilà. Quand il y a Joe Biden qui déclare hier que Poutine est un criminel de guerre, bah, ça ne facilite pas les choses. Et ça ne rapporte rien du tout. Voilà. Donc, et visiblement, il a voulu le dire. Parce que si vous avez vu les images, il sortait de sa conférence de presse et puis il est allé vers le journaliste et il a interrogé le journaliste pour que le journaliste lui repose la question et qu'il fasse sa saillie. C'est pas très fut-fut, c'est pas très intelligent. Bon, la France a un rôle à jouer en tant que présidente de l'Union européenne. Bon, certaines déclarations ont été reprochées, mais à partir du moment là où aujourd'hui les négociations directes sont établies, voilà, il faut voir, il faut attendre. Alors, en forme de conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je vais terminer sur l'Europe indépendante, l'Europe puissance. On a eu quelque chose de fantastique grâce à Poutine, donc on devrait allumer des cierges à Poutine. Cette union européenne en peu de temps qui a adopté un certain nombre de mesures, et puis surtout ce qui s'est passé en Allemagne, où en 24 heures, les Allemands ont décidé d'augmenter les capacités militaires de leur pays sur la base d'une déclaration du chef d'état-major disant que l'armée allemande est nulle. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais. Alors maintenant, la question, c'est de savoir s'ils vont acheter français, européens ou américains. Et je ne sais pas si vous avez vu, les premières perspectives, c'est qu'ils achètent américains. Donc, si c'est faire une défense européenne avec des armements américains, ça, ce n'est pas de la puissance. Le général de Gaulle, dans les années 60, lorsqu'il s'engage dans la voie de sortir du commandement intégré de l'OTAN, il le fait en développant le nucléaire, en développant une industrie de défense dans toutes ses composantes. Donc, si l'Europe ne décide pas d'avoir une industrie de défense dans toutes ses composantes, tout cela ne sont que des incantations verbales. Voilà. Et aussi, en étant aussi faible que cela, en étant des bisounours, je dirais, on tente des Poutines. Parce que l'enjeu, il ne faut pas le perdre par rapport à tous ceux qui, je dirais, d'une façon ou d'une autre, soutiennent Poutine, l'anti-américanisme. Mais nous sommes confrontés avec des dictatures, des pouvoirs totalitaires. C'est l'avenir de la démocratie qui est en cause. Nous avons à faire face à la Russie, nous avons à faire, même si nous ne sommes pas en guerre directe, nous avons à faire face à la Chine, nous avons à faire face à l'Iran, nous avons à faire face à la Turquie. Donc, l'Europe, si elle veut véritablement s'affirmer comme puissance, si elle veut enfin à nouveau ne plus avoir peur d'écrire l'histoire, parce que c'est ça le problème de l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est la Seconde Guerre mondiale. On a peur de réécrire l'histoire à cause de la Shoah. Donc, il faut se donner les moyens, et les moyens, c'est avoir toutes les composantes des industries de défense et acheter européen. Même si on reste au sein de l'Alliance Atlantique, même si on reste au sein de l'OTAN, même si on fait tout ce qu'il faut pour l'interopérabilité des matériels. Et puis, il va y avoir le sujet iranien. On voit bien aujourd'hui qu'on est obligé d'accepter de voir ces images à la télé, qu'on est obligé d'aider les Ukrainiens parce que c'est le minimum qu'on puisse faire vis-à-vis d'êtres humains qui souffrent. Mais on ne peut pas faire plus à cause de l'arme nucléaire. Donc, est-ce que l'Occident va accepter que nous laissions l'Iran avoir l'arme nucléaire? C'est tout le Proche-Orient qui serait déstabilisé. Heureusement qu'aujourd'hui, quel est le pays qui bloque pratiquement
la signature de l'accord avec l'Iran, c'est la Russie. Parce que la Russie ne veut pas que le pétrole iranien prenne la place du gaz russe. C'est intéressant, non? Donc, Europe puissance, danger iranien, voilà les deux éléments de ma conclusion. Merci beaucoup, Dov. Merci à tous pour vos bonnes questions. Fabienne a bien résumé dans le chat. On a eu des très, très bonnes questions et des très bonnes interventions de ta part. Beaucoup de messages qui te remercient. Et salut la clarté de ton propos et puis que tu as esquivé aucune question sur un sujet. Je pense qu'on ne peut pas faire plus difficile. donc, voilà. Merci beaucoup, Dov. Merci à tous. Et puis, je vous tiendrai au courant par email de nos prochains événements. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Un grand merci à vous tous. Salut Merci, Fabienne. bonne soirée. Salut Olivier. Salut ma sœur. Bonne soirée. Salut Laurent. Salut. Salut Dov. Merci beaucoup.